Bienvenue dans cet épisode de la Q-Unit, une interview spéciale aujourd'hui autour de la technologie, la data et un sujet très particulier, la data quality. Et donc, je suis avec Samir Amelal. Salut Samir. Salut Antoine, ça va? Ouais, très bien. Et toi aussi? Super. Bientôt la fin de l'été, enfin début, fin d'été, ça dépend pour qui. On va en Ouais, profiter. moi, ça va être le début. Donc, je suis bientôt en vacances et du coup, ça me fait plaisir d'avoir cet échange avec toi juste avant de partir en vacances. Ouais, très bien, super. Du coup, bon, on se connaît, je pense que tu es aussi vachement connu dans l'écosystème, mais si tu pouvais te décrire, du coup, les points clés pour te présenter. Alors, moi, j'ai 43 ans. Mhm. Je fais de la data depuis que je travaille. J'ai un double cursus informatique et business school. Mhm. J'ai fait aussi beaucoup d'économétrie, donc D'accord. je dirais presque un triple cursus. Mhm. Voilà, j'ai commencé dans le secteur des télécoms chez un opérateur japonais qui s'appelle NTT Docomo, un gros acteur, l'équivalent d'Orange au Japon. J'étais D'accord. ingénieur de recherche data, puis ensuite je suis allé chez Publicis, gros acteur aussi français de la communication, où j'ai occupé Mhm. plusieurs postes, d'abord dans une SS2I qu'ils avaient rachetée, qui s'appelle aujourd'hui Epsilon, qui s'appelait Publicis ETO à l'époque. J'ai occupé plusieurs postes, dont le poste de DGA en charge de la data dans cette filiale, qui compte aujourd'hui à peu près 1000 collaborateurs. Mhm. Et puis, enfin en France, hein, ils sont plus nombreux dans le monde. Et puis ensuite, j'ai rejoint le groupe Vivendi, où j'y ai passé 2 ans. Et puis depuis pratiquement 2 ans et demi, 3 ans, je suis à la Redoute. Mhm. J'occupe le poste de CDO. J'ai été CDO chez Publicis à un moment. J'ai été 2 ans et demi CDO chez Publicis. Donc, c'est un poste que j'ai déjà occupé à une époque un peu différente d'aujourd'hui. Ce n'était pas les mêmes enjeux à l'époque. Mhm. Voilà. Et puis, donc, on a des enjeux ensemble, d'ailleurs, Antoine, Ouais, sur la c'est vrai. partie data notamment. Bon, toi, tu as des enjeux qui sont aussi des enjeux d'architecture un peu plus larges Mhm. qui vont au-delà de la data, mais on a des Mhm. enjeux communs en tout cas. Mhm. On va sans doute en évoquer certains. Ouais, ouais, ça, c'est intéressant, je pense aussi largement de ton expérience aussi. Je pense qu'il y a un point aussi que tu n'as pas forcément mentionné, mais tu es aussi vachement présent dans tout ce qui est l'écosystème, tant public, universitaire, etc. Et donc, c'est pour ça Tout à que j'ai fait. trouvé que c'était très intéressant de partager le sujet d'aujourd'hui de la data quality, parce que je pense que tu as vraiment une perspective holistique sur la thématique, quoi. Tout à fait, j'enseigne dans plusieurs écoles, dans des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, et puis je participe à une mission pour le gouvernement français sur l'adoption de l'IA et de la data dans les grands groupes français, cette transformation. Et Mhm. puis par ailleurs, voilà, je participe à plusieurs startups, j'ai Mhm. breveté plusieurs dispositifs, donc ouais, c'est vrai que au-delà de la Bien redoute, actif. je suis actif. Ça marche. Et du coup, en guise d'introduction, avant qu'on fasse un saut dans le thème de la data quality, si tu devais de résumer pour toi tes priorités aujourd'hui dans ton poste, dans la data, ce seraient lesquelles? Pour moi, la priorité majeure, la grande priorité, c'est que enfin, qu'une entreprise comme la Redoute, mais c'est valable pour beaucoup d'autres entreprises, puisse vraiment se qualifier de data-driven. Et ce que ça veut dire, c'est que finalement, cette data soit adoptée par l'ensemble des collaborateurs, par l'ensemble des directions, au même titre que, alors j'en parlais récemment, mais au même titre que la micro-informatique a été adoptée dans toutes les entreprises aujourd'hui, qu'on soit en finance, en marketing ou en logistique, tout le monde se sert d'un traitement de texte, tout le monde se sert d'une boîte mail, tout le monde se sert d'un fichier Exactement. Excel. Aujourd'hui, la data, en fait, ça devient quelque chose dont on doit se servir au sens large, c'est-à-dire algorithme, reporting, etc., dans toute l'entreprise. Et c'est plus quelque chose dont on peut faire l'économie. Mhm. Et donc, effectivement, c'est un enjeu majeur. Alors, pour pouvoir le faire de manière correcte, il y a plein d'enjeux, notamment de gouvernance, puisqu'en fait, toi, tu es à l'IT, tu sais très bien qu'effectivement, on ne peut pas se permettre d'avoir 10 solutions différentes de traitement de texte ou Myriade ouais, c'est ça. exactement d'outils. Et donc, il y a une gouvernance autour de tout ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de CDO qui en sont là, en fait, à ce Mhm. stade-là du parcours de la data et de l'adoption de la data dans l'entreprise. Mhm. D'accord. Ouais, non, bah, c'est vrai que ça foisonne et il y a un vrai sujet ouais, de muscler ça dans toute l'organisation, en fait, c'est ça. D'accord. Et du coup, non, on est arrivé d'ailleurs, on a décidé de faire ce podcast aussi parce qu'on en parlait ensemble du sujet de la data quality. Et du coup, pour introduire le thème pour l'auditoire, du coup, si toi, tu devais définir la data quality,
qu'est-ce que c'est et quels enjeux ça vient répondre? Alors, pour les enjeux, moi, c'est un enjeu pour moi qui se situe à plusieurs égards. En fait, on a des enjeux techniques. En fait, une donnée qualitative, c'est pas seulement une donnée en réalité qui comporte zéro erreur, etc. Bon, ça fait partie en fait de la qualité de la donnée. Mais par exemple, dans ce qu'on fait ensemble, par exemple les interfaces IT data, Ouais, il y a tout un enjeu finalement autour de la qualité du flux, par exemple. C'est-à-dire qu'un flux, il doit être stable, il doit être constant, on doit pouvoir, comment dire, avoir confiance finalement dans cette stabilité, se dire que finalement, si on fait reposer une IA sur une data, on ne va pas se retrouver avec une IA qui devient inopérante ou qui fait exact. prendre de mauvaises décisions parce qu'on a une data qui est plus disponible. Et donc, ça implique, par exemple, des enjeux, par exemple, de monitoring des flux. Alors, c'est souvent pas quelque chose dont on parle quand on parle de data quality, c'est pas Ouais, quelque chose d'intuitif. En général, on parle d'autres choses, on parle de data ops, on parle d'autres exact. choses. Mais Ouais, pour moi, ça fait quand même un petit peu partie, en fait, de cet enjeu de qualité. Après, il y a ce qu'on parle plus, enfin, ce qu'on a en tête plus intuitivement quand on parle de data quality, c'est effectivement cette fiabilité. On doit avoir confiance dans cette donnée. Elle doit avoir une certaine homogénéité dans cette qualité. Et d'ailleurs, quand on parle de diffusion de la pratique data dans l'ensemble de l'entreprise, on doit justement s'assurer que tout le monde puisse faire confiance à cette donnée de manière horizontale et dans l'ensemble des directions, dans l'ensemble des filiales de l'entreprise. Et donc, c'est un enjeu effectivement de minimum de qualité qu'on doit avoir, c'est-à-dire on doit avoir un minimum requis, comment dire, c'est un prérequis. Il y a plusieurs prérequis quand on veut ouais. diffuser la data dans l'entreprise et cette qualité de données, c'est un prérequis et on doit avoir, encore une fois, une exigence minimum de qualité pour l'ensemble de l'entreprise. Hmm. Ouais, puis c'est intéressant ce que tu dis, c'est que c'est vraiment enfin, multi-attribut. Il y a la donnée en tant que telle, il y a un flux de données, un champ dans une typologie d'événements, etc. Puis il y en a des attributs plus globaux qui est effectivement la reliability, la confiance que j'ai dans la donnée et le monitoring plus global du flux, quoi. Hmm. Exactement. Et Hmm. d'ailleurs, quand on parle du monitoring global du flux, il y a effectivement le monitoring du flux, sa stabilité, etc. Et il y a même des aspects peut-être qu'on n'évoque pas dans la qualité de données, qui sont peut-être pas aussi intuitivement inclus dans la qualité de données, c'est Mhm. la synchronicité. Par exemple, si on prend notre exemple à la Redoute, si sur l'application on dit à un client que son colis est en train d'arriver en bas de chez lui Ah, et qu'il vient d'appeler le call center et qu'on lui dit que le colis n'est pas encore parti de l'entrepôt logistique de Quai30, hmm. ça devient problématique. Et donc, on a un sujet, effectivement, et je sais que tu fais partie des gens qui portent très fortement le sujet du real-time, de l'event-driven, etc. Et Mhm. c'est vrai que cette synchronicité, c'est pareil. Ça fait partie de ce que moi, j'inclus de manière un peu abusive Mhm. dans la qualité de la donnée. Si je suis pas sûr que je vais avoir la même donnée à plusieurs endroits différents, j'ai pas confiance dans cette donnée. Si je me dis que potentiellement la relation client n'a pas la même donnée que le front, Mhm. je vais avoir du mal à faire confiance. Et donc, cette Mhm. qualité, elle passe aussi par là. Ouais. Ouais, c'est vachement intéressant. D'ailleurs, il y a un rapport, la Forrester, qui s'est assez focalisé sur l'impact de la data quality, donc sur le secteur du marketing. Et donc, ce qu'il disait, c'est voilà, ils ont demandé aux décideurs, aux gens qui investissent dans le marketing par le pilotage de la donnée, quelles sont vos priorités, top 3 des priorités pour gérer votre business. Et là, ce qu'ils ont vu depuis cette année, c'est la data quality est passée en un, au-dessus des compétences des équipes ou du manque de support du comité exécutif, etc. Et donc, je trouve que c'est un trend hyper intéressant de voir ça passer en numéro un. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu vois, toi, au travers de l'écosystème, cette conscientisation et priorisation de la data quality? En fait, comme on est tu as tout à fait raison, et c'est un bon point. Je pense que Mm. comme la plupart des CDO, en tout cas ceux qui sont relativement avancés, parce que moi, Mm. comme je te le disais tout à l'heure, en fait, j'ai été CDO en 2013 chez Publicis, et Mhm. en fait, on n'en était pas au même stade. C'est-à-dire que à l'époque, l'enjeu, c'était de prouver à des décideurs circonspects qu'on pouvait extraire de la valeur depuis la data. Et donc, ils voyaient Mm. qu'on parlait que de big data, ils Ouais, ouais. entendaient que les GAFA, en fait, ils faisaient des choses géniales, etc. Ils disaient, nous aussi, on voudrait en faire, mais ils se demandaient bien comment on pouvait y arriver. Donc, on faisait beaucoup de POC, de proof of Ouais, value ouais. aussi, Mm, mm, mais on n'était pas à un stade d'industrialisation.
Depuis Hmm. quelques temps, en fait, de plus en plus, on passe à un stade d'industrialisation. D'abord, en fait, d'ailleurs, quand je suis arrivé à la Redoute, ça a été une de mes préoccupations. Hmm. Ça a été d'abord une industrialisation plus technique, en fait, enfin, ce qu'on a évoqué, DataOps, monitoring Ouais. des dispositifs, Toutes les des flux. fondations euh, nécessaires, ouais. Hmm. Exactement, une archi plus saine, de la documentation aussi, ça fait partie en fait de cette reliability, en fait de cette stabilité des choses. Quand on est documenté, on peut maintenir des choses, on peut les faire évoluer. Quand on n'a aucune documentation et qu'on a Plus fait des POC compliqué. sur un coin de table, ça devient compliqué de faire évoluer ou de maintenir des choses. Et là, depuis quelques mois, les entreprises non pure players, les entreprises que je qualifierais d'historiques, comme la nôtre, en fait, mais qui sont en avance, sont en train de passer à un stade, justement, de Hmm. gouvernance et de diffusion de la pratique un peu plus large dans l'entreprise. Et l'un Mhm. des prérequis principaux, en fait, dans le cadre de cette gouvernance, Ouais. ça va être la data quality. Parce Yes. qu'effectivement, Hmm. on ne peut pas se permettre de donner les clés du camion, si je puis dire, aux équipes, Ouais. leur dire, voilà, faites de la data aussi dans vos équipes, aussi dans les directions. Si on ne s'assure pas d'un certain nombre de prérequis, alors il y en a Ouais. d'autres. Il y a des prérequis de sécurité, il y a qui sont souvent portés par l'IT, il y a Ouais. des prérequis de bonnes pratiques en data science, etc. Il y a aussi ce prérequis principal qui est la data quality. Et effectivement, quand on commence à Hmm. vraiment devenir, à franchir ce pas Ouais. de vraiment devenir une Minima, ouais. entreprise data-driven, on peut plus se permettre de faire de la data, que ce soit pour le reporting, euh, Hmm. pour faire des algorithmes ou autre chose. Il faut qu'on soit sûr d'un Ouais. minimum en data quality. Donc, Stabilité, ça devient confiance, capital. etc. Ouais, Ouais. exactement. Hmm. Ouais. Ouais, de toute façon, c'est un peu c'est intéressant ces points-là parce que c'est en lien un peu, je pense, avec les macro-trends qui expliquent aussi cette importance, quoi. Donc, on parlait de la big data avec ok, l'avènement de on fait plus que du reporting, on commence à faire un peu de data lake, on commence à prendre un peu plus d'insight au niveau des clients de nos opérations. Et là, on commence à se dire, oh, je fais du data ops, j'opérationnalise de la data science. Et du coup, est-ce que ça vient aussi en lien avec d'autres problématiques, par exemple l'éthique dans Tout à l'IA, fait. j'imagine? Est-ce que data quality éthique, c'est pas aussi quelque chose qui accélère cette... En tout cas, tu as tout à fait raison, c'est lié en réalité, parce que bon, l'éthique, c'est un sujet large. Il y a des lois qui sont en train de se préparer. Il y a l'AI Act qui est en train de se préparer au niveau européen. Et à l'intérieur de ce sujet de l'éthique, on a plusieurs sous-sujets. Alors, l'éthique, c'est déjà une question relativement subjective, pardon. Parce qu'en fait, on ne parle pas de conscience artificielle, on parle d'intelligence artificielle. Et donc, à partir du moment où on n'est pas sur une conscience, on est sur un outil, un processus qui produit comment dire, une tâche complexe, qui reproduit une tâche complexe, qui jusqu'à présent était réalisée par des êtres humains parce qu'elle était relativement complexe. Aujourd'hui, on arrive à la faire reproduire par une intelligence artificielle. Mais ce ne sont pas des dispositifs qui pensent. Et donc, cette éthique, elle est souvent le reflet de l'éthique de l'entreprise qui la développe et qui l'utilise. Et donc, quand on utilise une IA dans une entreprise comme la Redoute, ben, ce qu'on va se dire, c'est quelles sont nos priorités en termes d'éthique. Ouais. Et on va s'assurer que les IA qu'on utilise, que les dispositifs qu'on utilise, ils reflètent bien l'éthique que nous, on s'impose et nos priorités éthiques. Donc, ça va être l'environnement, l'inclusion, etc. Après, pour être bien sûr qu'on n'a pas de souci, il va falloir faire attention effectivement à entraîner ces IA sur une donnée qui soit qualitative dans la mesure où effectivement si la donnée sur laquelle on entraîne nos algorithmes est biaisée, comporte un certain nombre de sujets de qualité, Ouais. il se peut effectivement qu'on entraîne mal nos algorithmes ou qu'on prenne des décisions sur une donnée qui justement sur laquelle on a un problème de confiance. Mhm. Et il se peut qu'en croyant prendre des décisions éthiques, on se mette à prendre de mauvaises décisions parce que la donnée, justement, nous amène, de par sa mauvaise qualité, à prendre de mauvaises décisions. Donc, ça devient prérequis aussi. Tu as Mhm. raison. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui se reflète déjà dans les formations voilà, plutôt standards, universitaires, etc., ou même les formations qu'on peut avoir en accéléré sur le marché, ou c'est encore un peu tôt?
Alors, moi, en tout cas, on ne me l'a jamais demandé. J'enseigne, alors j'enseigne dans des écoles d'ingénieurs et dans des écoles de commerce. Dans les écoles d'ingénieurs, on nous demande surtout de parler de réseaux de neurones et de fonctions d'activation et d'architecture de réseaux de neurones et enfin, toutes ces choses-là. Dans les écoles de commerce, on parle d'éthique, mais en réalité, on n'a pas vraiment d'instruction. C'est-à-dire que moi, j'en parle Mhm. parce que je considère que c'est quelque chose d'important et ça pose plein de questions en fait. Et Ouais. d'ailleurs, on a plein de fantasmes autour de l'intelligence artificielle. Il y en a surtout les gens qui en font pas vraiment, les gens Ouais. qui sont pas vraiment les mains dedans, ont parfois des fantasmes et ils pensent que ça va être Ouais, les Skynet et mythes, en que fait, c'est ça, oui, effectivement. ouais Ça va que aller marcher voilà. tout seul et prendre le contrôle, etc. Exactement, on est vraiment dans Skynet. En plus, il y a un débat, notamment autour du risque de l'IA d'un côté, avec des grands acteurs du numérique comme Zuckerberg, etc., Elon Musk à l'opposé. Il y a eu Stephen Hawking, Bill Gates, etc., qui se sont prononcés. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de fantasmes. Et donc, moi, j'aborde le sujet, j'essaie finalement de désamorcer un certain nombre de sujets. Mais je pense que ce n'est pas encore quelque chose qui est demandé par l'enseignement supérieur, qui est demandé ni dans les écoles, ni dans les universités. Mais ça commence à arriver. Encore une fois, je pense que le projet de loi qui est en train de se formuler Ouais. va amener finalement les grandes écoles, les universités à inclure des cursus un peu plus En plus, ouais. tournés autour finalement de l'éthique et va conduire finalement à faire sortir le sujet ouais, de l'informel finalement. Mhm. D'accord. Ah, c'est intéressant. De toute façon, il y a toujours un lag, hein, de toute façon, c'est normal, mais c'est voir aussi comment l'écosystème réagit, à quelle vitesse, quoi. Et donc, Ouais. Ben, je dis pas qu'il y en a pas, hein, mais c'est vrai que mhm. moi, honnêtement, de ce que je connais en fait, des écoles que j'ai côtoyées, des universités que j'ai côtoyées, on m'a rarement demandé de faire un focus sur ce sujet-là. Et Ouais, encore une fois, je l'inclus surtout sur les formations un peu plus business school, etc. ouais. J'inclus un volet. Ouais, puisque tu disais, il y a déjà pas mal de challenges d'opérationnalisation de la data science, et donc effectivement, il y a déjà beaucoup de sujets là-dessus, la data ops, etc. Et donc, si on rajoute encore un pavé dessus, il n'y a même pas le temps de. C'est vrai. Et Déjà. en plus, c'est un sujet très philosophique, en plus, l'éthique, parce que il n'est pas facile à manipuler, parce que, Ouais. encore une fois, c'est un sujet relativement subjectif. Un outil, c'est amoral par définition. Mhm. Et donc, la morale qu'on peut y mettre, elle est souvent, encore une fois, le reflet des Mhm. organisations et des individus, en fait, qui les utilisent. Est-ce qu'un Ouais. couteau, c'est une arme ou est-ce que c'est un outil de cuisine? Ça Ouais. dépend comment tu décides de t'en Contexte servir. environnement qui joue beaucoup. Ouais. Ouais. Et donc, une IA, c'est pareil, quoi. Ça dépend de comment tu décides de t'en servir. Mhm. Donc, euh, Ouais. donc ouais, c'est un sujet difficile à manipuler. Mhm. Mhm. Et si on retourne dans le monde des entreprises, du coup, donc on parlait, OK, dataware, data lake, data mesh maintenant, donc on veut faire de plus en plus circuler la donnée pour accélérer la prise de décision à l'échelle, etc. Du coup, data quality, data mesh, ça a tendance à se rejoindre quand même, non? Et du coup, qu'est-ce que ça implique pour les organisations, en fait, cette accélération de la circulation de la donnée et des prérequis de qualité pour toi? Alors, c'est vrai que la data mesh, c'est une bonne façon justement de diffuser la pratique dans l'entreprise et d'aller vers quelque chose de réellement data-driven. C'est une façon d'amener les métiers à s'approprier le sujet. Euh, et donc, oui, on en parle de plus en plus. Et effectivement, moi, je vois vraiment la data quality Mhm. parmi les piliers Mhm. qui vont nous permettre d'aller vers quelque chose, enfin, du data mesh. Et Mhm. donc, je pense qu'il y a plusieurs piliers. Il y a des piliers parfois techniques, en fait, Ouais. justement de data ops, etc. Il y a des piliers euh, plutôt de gouvernance, c'est-à-dire Gouvernance, structuration, c'est ça, oui, exactement. effectivement. Ouais, ouais. Mhm. Et il y a des sujets d'architecture aussi, Mhm. et même d'administration technique en fait des données, qui a accès à quoi, comment on contrôle finalement l'accès des données dans l'entreprise, comment on contrôle finalement quelque chose qui passe en production, comment on passe quelque chose en production, même pour un simple rapport, hein, Mhm. diffuser un rapport dans l'entreprise, Ouais. quand il est conçu dans un département ou une direction, on doit s'assurer que ce rapport n'est pas erroné, qu'il est bon, etc., avant qu'il soit diffusé. Sinon, on va prendre des décisions sur des KPI qui sont faux. Et donc, on doit
effectivement avoir des sujets des outils finalement Multi-gates, de oui, oui, de validation, validation. exactement, Ouais, ouais. exactement, et des process de validation. Et après, effectivement, la data quality fait partie de ces différents piliers. Et quand on a une donnée qui transite, par exemple, d'une direction à l'autre ou Mm. d'un département à l'autre, on doit s'assurer qu'elle n'est pas altérée quand elle transite. On doit assurer qu'on en a une définition qui est la même. Mm. On doit s'assurer qu'à l'endroit où cette donnée entre, elle entre de la manière la plus clean possible, si je puis dire, Ouais, ouais. etc. Et qu'on a une exigence et un standard qui est le même dans toute l'entreprise, donc une certaine homogénéité Mhm. dans cette data. Et donc, effectivement, c'est vrai que c'est un prérequis du data mesh. Mais le data mesh, je le vois comme quelque chose qui va nous amener à devenir de plus en plus une entreprise data-driven et à inclure finalement cette adoption de la donnée, cette pratique. J'ai Mhm. évoqué tout à l'heure la bureautique qui est devenue Ouais. comment dire, un Ouais, c'est no-brainer, en décliné. fait. Ouais, voilà. Ouais. On se pose plus la question. Bah, savoir lire une probabilité, savoir peut-être même concevoir un rapport, savoir Mm. au moins faire ça, ça va devenir un no-brainer. Savoir lire un tableau de bord, ça va devenir un no-brainer. Utiliser un tableau de bord pour Mm. prendre des décisions, c'est pareil, ça Ouais. devient indispensable, même si faut laisser la place au feeling, etc. Mm. Mais au moins, on peut avoir du rationnel pour prendre ses décisions. Et Ouais. après, il y a d'autres sujets qui vont arriver, comme le fait de savoir travailler avec des IA, c'est-à-dire, moi j'emploie le terme manager une IA, c'est-à-dire Ouais. au même titre qu'on manage des êtres humains, je n'ai pas forcément besoin de comprendre, surtout qu'une IA, c'est très difficilement explicable quand on Comprendre utilise un l'intérieur, réseau de effectivement. neurones, Ouais. exactement. Ouais. Donc Ouais. on parle d'interprétabilité plus que d'explicabilité. Et donc savoir interpréter la proposition d'une IA, prendre une décision, savoir assumer la responsabilité quand Ouais. j'accepte de suivre une Qui a été. Ouais. recommandation ou pas. Donc, il y a tout un sujet finalement de management et d'adoption de l'IA qu'on va devoir intégrer finalement dans ce Mm. réseau, ce maillage dans l'entreprise. Et effectivement, voilà, c'est ce que je vois venir pour les mois et les années qui viennent. Mm. Ouais. Ouais. Et si on descend un peu dans la mine, un peu pas forcément une parenthèse, mais un petit zoom sur l'aspect concret, implémentation, moi je vois des choses arriver dans, par exemple, GCP, etc. Mais il y a les équivalents dans les concurrents, mais les data prep, etc., voilà, qui font déjà des très grands nettoyages de la donnée, etc. Mais ça pose quand même la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui doit un peu comme un Excel, enfin on parle d'Excel qui est largement diffusé aux entreprises, mais est-ce qu'il n'y a pas une approche produit à avoir aussi pour le métier, pour justement faciliter et accélérer en transverse ce partage de données? Ouais, moi, je pense qu'effectivement, la data quality, tu as tout à fait raison, c'est un très bon Mhm. point. Mhm. Je pense qu'il y a plusieurs Mhm. endroits et plusieurs solutions à mettre en œuvre Ouais. pour pouvoir assurer cette data quality. Bon, on a parlé, alors encore une fois, j'entre le sujet dans la data quality très abusivement, mais on a parlé de data ops. C'est vrai Ouais, ouais, qu'on doit ouais. monitorer en fait les Les flux, flux, etc. etc. Mais après, effectivement, tu as des solutions qui vont servir à corriger Ouais. et améliorer la data Mhm. euh, euh, qui utilisent parfois des IA, etc., Oui, exactement. Ouais. qui vont corriger un certain nombre de choses. Et puis, d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire avec Mhm. Louis à la Redoute et toi, Ouais, c'est vrai. Antoine, c'est des dispositifs qui vont nous permettre justement, par exemple, de nous assurer que cette donnée, elle circule dans l'entreprise et que chaque owner de cette donnée, chaque utilisateur de cette donnée puisse nous faire un feedback sur sa qualité et qu'on puisse s'assurer justement de sa circulation et qu'elle ne soit pas altérée au fur et à mesure de sa circulation, que effectivement on ait un ownership ou en tout cas une responsabilité de la part de celui qui l'utilise grâce à des outils, des interfaces qu'on est en train de développer et Mhm. qui font partie finalement de l'écosystème de la data quality. Mais il y en a plusieurs, à mon avis, plusieurs produits à mettre en œuvre pour pouvoir nous assurer finalement de ce point-là. Ouais, ça, c'est toujours un équilibre et avoir bien en tête tous les éléments que tu mentionnes au départ. Il y a la confiance, la reliability de la donnée. Enfin, il y a une série de sujets, de requirements et
Effectivement, il n'y a pas un one size fit all et on voit bien que c'est pas un outil qui va tout résoudre. Tout à fait. Il y a bien le sujet d'organisationnel, de maturité, de skills, de compréhension et Exactement. d'utilisation. Et même de process, parce que c'est vrai que l'outil qu'on est en train de développer, par exemple, à la Redoute, Mm, certes, il va nous permettre de suivre la donnée dans ses différentes étapes, de voir qu'elle n'est pas altérée, de responsabiliser les utilisateurs. mm. Donc, c'est ce qu'on a en tête. En revanche, une fois qu'on a développé l'outil, si personne ne s'en sert, ça devient problématique. Donc, il y a tout un sujet de Exactement. process et d'adoption finalement de l'outil qui doit se mettre en place en parallèle de l'outil Mm. ou dans le cadre de cet outil pour Une qu'effectivement, inclusion très forte en transverse dès le début de qu'est-ce qu'on veut résoudre pour le business, que c'est ça. tout à fait, Enfin, ouais, ouais. tout à fait, Change management aussi, un peu de tout à préparation au fait. changement, etc. Ouais. Mhm, mhm. Et d'ailleurs, c'est vrai que le sujet de la data quality, tu as raison, le changement, c'est un gros sujet parce que souvent, enfin, les opérationnels, les métiers ne voient pas l'intérêt en fait, du sujet, hein. Ils se Ouais, disent ouais. que, après tout, ils ne se rendent pas compte de l'impact négatif que ça peut avoir pour l'entreprise de ne pas se préoccuper d'une data de, quality, Ouais, c'est de parce qu'en plus, des qualité. fois, c'est un peu masqué, en fait. Ils ont le rapport qui vient tout seul, sans même des fois savoir quelles sont les sources de données, etc. Mais c'est vrai que cette accélération de la circulation de la donnée, le besoin d'aller vite, font que les gens ont de plus en plus besoin de visualiser ce qui se passe, d'où vient ma donnée, de comprendre et Tu as raison. connecter un peu la data. Mm. Tu as raison. Et d'ailleurs, on peut travailler sur un rapport pendant 6 mois, un an, utiliser un Power BI, par exemple, ou un tableau software, en pilotant son activité. Et se rendre compte un an après que en fait, le KPI était faux. Et c'est là qu'on se dit, oui, la data quality, c'est important et il fallait y travailler en amont. Mais Exact. c'est vrai que tant qu'on a le chiffre, enfin, si on utilise un KPI, qu'il s'agisse d'une moyenne, Exactement. d'un pourcentage ou quoi que ce soit, si on a l'impression que c'est juste, on se dit, bon, la data quality, c'est pas un sujet, quoi. Mais en réalité, Ouais, c'est un exactement. sujet bien plus grave et important qu'il n'y paraît. Ouais, exact. Mhm. Et si on sort un peu du prisme des entreprises, tu penses qu'il y a des choses dans l'écosystème global, voilà, public, universitaire, interentreprise, qu'on pourrait faire pour faciliter justement cette circulation de la donnée? Donc il y a déjà des choses qui sont un peu, on va dire, pas nouvelles, hein, l'open data, etc. Mais je sais qu'il y a des secteurs où il y a des normes de données, de modèles qui existent. Est-ce que c'est des choses que tu vois se lancer ou déjà en place, par exemple, pour essayer de faciliter justement ces... Bah, tu fais bien d'évoquer l'open data, parce que c'est vrai que c'est quelque chose. Bon, j'avoue que depuis quelques mois, quelques années, j'ai un peu moins Mhm. euh, travaillé sur le sujet de l'open data. J'avais d'autres chats à fouetter, si je puis dire. Mais c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé, auquel je vais sans doute me réintéresser dans les mois qui viennent. D'accord. Mhm. Mais c'est vrai que concernant l'open data, par exemple, au moment où je faisais beaucoup de choses en utilisant l'open data, je me rendais compte que c'est une donnée qui nécessitait énormément de retravail. C'est vraiment, si on va Mhm. sur un portail comme data.gouv, quand ça a Ouais, le mérite d'exister, c'est très bien parce qu'il y a plein d'informations très intéressantes. En revanche, la data n'est pas très ouais, clean, elle n'est pas très traitabilité, standard. Ouais. ouais, c'est ça. Mhm. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est une data qui nécessite beaucoup de retravail, qui nécessite, qui honnêtement, parfois, elle n'est pas du tout claire. En fait, tu n'as pas de dessin D'accord. d'enregistrement, t'as pas de. Mhm. Et donc, ça peut être effectivement un problème à régler enfin, en dehors des entreprises. C'est vrai que peut-être que le portail data.gouv aurait vocation à s'améliorer de ce point de vue-là, même si je pense qu'ils ont fait des progrès, mais je pense qu'ils ont encore beaucoup à faire. Mhm. Du point de vue des entreprises, je pense qu'il y a quand même des choses aussi à faire. Si on prend notre activité, par exemple, il n'existe pas de nomenclature sur les produits Mhm. standard, en fait. Et quand on veut échanger des fiches produits ou des catégories, enfin, les catégoriser entre Ah, entreprises, ouais. etc., même au Chaque sein d'un fois, même groupe, ouais, chacun a sa modélisation, ses trucs. exactement. Il faut essayer de faire matcher, parler les systèmes entre eux. On perd un temps fou qui est pas Exactement. beaucoup de valeur ajoutée à faire ça en plus. Ouais. Exactement. Tu vois, si on veut échanger des Ouais. données produits avec Ouais. une autre enseigne du groupe, c'est certain qu'on n'a pas la même catégorisation, les mêmes nomenclatures, etc. Et du coup, Ouais. ça devient compliqué. Et donc, est-ce que par secteur ou par vertical, Ouais. il n'y aurait pas vocation à trouver des approches, des standards, en fait, qui nous permettraient de catégoriser, d'avoir des nomenclatures un peu communes, Ouais. d'avoir des taxonomies communes?
honnêtement, ça ferait gagner du temps à tout le monde. Bah, clairement, oui. Et ça serait utile. Je pense qu'il y a plein de groupes en fait qui ont vocation à échanger en fait des fiches Ouais, puis produits, il y a des certaines de données. plus en plus de systèmes qui sont voilà, à intégrer, qui doivent discuter entre eux et dépendants. Donc, Exactement. mm, mm, mm. Et effectivement, tu as raison. Ça c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais l'interopérabilité des systèmes, c'est sûr que si on a de la standardisation, ça rend les systèmes beaucoup plus interopérables, en fait. Et ça, c'est quelque chose. À Et moyen long honnêtement, moi, terme, je c'est trouve, hyper ça. Mm. ouais. Et je trouve que c'est pas tellement, euh, pour l'instant, une préoccupation dehors des entreprises. Et comme tu le disais, je crois que tu citais Gartner, hein, c'était Ouais, une étude Gartner. Forrester, ouais, Non, mais. Forrester, pardon. Mm. Tu citais Forrester, et je pense qu'effectivement, Forrester le dit dans les entreprises. Et moi, c'est ce que je constate à travers mes discussions avec mes pairs, qu'ils soient CDO ou Ouais. parfois CTO, etc. C'est vrai que le sujet de la data quality devient enfin, au-dessus de la pile, hein. C'est vraiment l'une Mm. des top priorités. En revanche, au-delà des entreprises, Ouais. j'ai pas le sentiment que c'est un sujet qui est très identifié et qu'il n'existe pas de normes. Ouais. Après, est-ce que il faut qu'il existe une norme? Parfois, les normes, elles s'imposent d'elles-mêmes. En fait, Ouais, ouais. il y a des organismes comme le W3C qui imposent des Oui, normes. exactement. Mm. Alors en data, j'avoue, et pourtant c'est mon métier, j'avoue que je ne sais pas si ça existe. Je ne sais pas s'il existe Mm. l'équivalent du W3C en data. Ouais, c'est ça. euh, Tu vois? Et puis des fois, c'est des approches un peu centrées technologie, donc c'est très intéressant pour une interopérabilité techno, mais un peu comme voilà, on se dit, il y a du REST, du GraphQL, etc. Bon, c'est très bien, on se comprend tous quand on parle du protocole. Bon, après, la donnée fonctionnelle qui passe dedans, elle n'est pas du tout interopérable, quoi. C'est un C'est peu ça le cœur exactement. du sujet, quoi. Et parfois, effectivement, même quand on choisit des standards en fait largement adoptés, hein, qu'on parle de JSON ou Ouais, voilà. du ML, enfin à tous les Ouais, égards, hein, qu'il s'agisse ouais, ouais, de c'est vrai. data ou même de digital, souvent on choisit un standard et on se rend compte opérationnellement que ça reste insuffisant et qu'on a quand même des sujets d'interopérabilité malgré Ouais. comment dire, l'adoption d'un standard commun, quoi. Mhm, mhm. Ouais. Ah, bah, très intéressant. Je pense qu'on a bien couvert cette problématique, ou en tout cas, plus qu'une problématique, je pense une opportunité pour les organisations qui saisissent que la data quality, pardon, s'insère dans la problématique plus globale de circulation et d'accélération de la valeur de data dans les entreprises. C'est intéressant le partage qu'on a pu faire. Et du coup, pour terminer sur une note personnelle, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui t'a inspiré ou même, et peut continuer d'ailleurs à t'inspirer aujourd'hui. Ça peut être une citation, une personne, des livres, des articles, enfin, mais quel contenu, toi, si t'a marqué et continue. Alors, moi, si je reste dans le domaine, après, je pourrais te parler d'autres domaines qui m'ont Ouais. inspiré, mais si je reste dans le domaine, en fait, de l'informatique et de la data, bon, j'ai un ami, en fait, qui m'inspire beaucoup et avec qui j'ai eu la chance de pouvoir échanger, qui est un peu, voilà, qui a commencé à faire de l'informatique un peu avant moi et donc, du coup, Mhm. qui en plus a vécu aux États-Unis, qui a vu des environnements différents, c'est Luc Julia et son livre, moi je le recommande, L'intelligence artificielle n'existe pas. Moi, c'est Mhm. vraiment dans mon secteur. Alors, il Ouais. y a d'autres sujets que je peux recommander, hein. J'ai participé enfin, j'ai été interviewé dans le cadre de la rédaction d'un livre qui s'appelle CDO de Gilles Berton, Mhm. qui effectivement parle un peu de ce métier. Et ils ont interrogé de nombreux CDO et on voit finalement qu'on a tous les mêmes enjeux, même si on se Mhm. connaît tous. En réalité, c'est un petit monde, mais c'est pas parce qu'on se connaît tous qu'on a tous les mêmes problèmes et les Ouais, mêmes enjeux. Et c'est vrai qu'à exactement. chaque fois qu'on discute, on s'en rend compte. Et quand on lit ce livre, on s'en rend compte aussi. Euh, et puis après, en dehors finalement de l'informatique et de l'IA, moi j'ai été beaucoup inspiré parce que je te le disais, je suis surtout arrivé Mhm. dans le domaine de la data science par l'économétrie. Avant de m'intéresser à l'informatique, j'ai fait beaucoup Mhm. d'économétrie et c'est vrai que dans ce contexte, je me suis beaucoup intéressé aussi à l'épistémologie, c'est-à-dire en fait à la philosophie des sciences, comment on formule un problème. Mhm. Et, Mhm. et c'est vrai que quand on veut faire de la data science, c'est très intéressant de raisonner et d'essayer de comprendre comment on décortique un problème et comment on va le modéliser.
Et même si aujourd'hui, le métier de data scientist a beaucoup évolué, hein, moi, quand j'ai commencé à faire ça, on faisait des modèles, on appelait ça de la data, du data mining. Les modélisations étaient faites différemment. Aujourd'hui, on travaille très différemment, ne serait-ce que à tous les niveaux. Hein. D'ailleurs, avant, on faisait de l'ETL, maintenant, on fait de l'ELT. Oui, il y a des fondamentaux, c'est ça qui reste. Mais ça reste exactement. Quand on fait du feature engineering, quand on fait ce genre de choses, c'est quand même bien de s'intéresser à l'épistémologie. Moi, il y a plusieurs auteurs qu'on peut recommander, en fait, des auteurs très classiques comme David Hume, en fait, qui est un philosophe épistémologue de l'empirisme. On a des gens comme Karl Popper, en fait, qui ont été très, très inspirants pour moi, en fait, et qui ont aussi un rôle très important quand on veut comprendre un phénomène, quand on veut essayer de modéliser justement. Et je pense que d'ailleurs, malheureusement, il y a encore beaucoup de gens, on l'a vu avec la crise du Covid, qui ne s'intéressent pas suffisamment en fait à l'épistémologie et donc qui créent des modèles qui deviennent très vite inopérants parce que justement, ils ne se posent pas les bonnes questions en amont. Ils abordent le sujet de manière trop directement technique, sans forcément, et mathématique, sans forcément se poser la question de quelles variables ils vont utiliser, comment ils vont transformer leurs variables, comment ils vont interpréter leur modèle. Il y a plein de choses en fait qui viennent autour finalement d'une modélisation et qu'on a tendance en fait de plus en plus à mettre de côté. Donc si je pouvais dire ce qui m'inspire, c'est ces choses-là. Il y a d'un côté effectivement l'informatique, l'IA, etc. Mais toute la partie épistémologie, ça m'intéresse beaucoup. Je pense qu'on apprend plein de choses et on peut souvent être beaucoup plus efficace en se ressourçant sur des choses fortement différentes de son cœur. Exactement. Sinon, Tout on à reste fait. dans son silo, on s'enferme dedans. Exactement. Ok. Non, super. Merci beaucoup, Samir, pour le partage. Et puis, on verra peut-être d'autres sujets plus tard aussi à échanger. Je pense qu'il y en a pas mal de discussions. Écoute, avec plaisir, ça. Antoine. Merci beaucoup, Samir. C'est un plaisir, Antoine. À la prochaine. Ouais. Salut. À la prochaine, Antoine. Ciao. Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site qaunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine!